Deuxième cas, l'hémogramme d'une patiente, on a précisé le sexe, l'âge, hospitalisée pour asthénie et des neuropathies. Alors, il faut, s'il vous plaît, donner de l'importance aux renseignements cliniques. Parfois même, à partir de renseignements cliniques, ils contribuent à la compréhension du contexte clinique du cas. Alors, les globules rouges, c'est 3 téra, hématocrite 20, l'hémoglobine c'est 5, VGM 120, TCMH 38, IDRF 18, les blancs et les plaquettes. Alors, d'une façon générale, avant de passer aux questions, qu'est-ce qu'on a dans l'hémogramme? Alors, pour les rouges, on a une diminution. L'hématocrite, l'hémoglobine, c'est-à-dire anémie, VGM, il est augmentation, très bien. TCMH, il est augmenté. Alors, si le TCMH il est augmenté, qu'est-ce qu'on va dire? Une TCMH, est-ce qu'on va dire il est hyperchrome parce que la TCMH et la CCMH, les deux paramètres, ils renseignent sur une qualité des globules rouges, ce qu'on appelle la chromie, la teneur en hémoglobine. Alors, la TCMH et la CCMH, normalement, c'est les deux paramètres qui renseignent sur la chromie. Si on a des chiffres qui sont en dessous des seuils de ces deux paramètres, on va dire qu'on a une hypochromie, n'est-ce pas? Si on a dans les valeurs physiologiques, c'est normochromie. Et si on dépasse, je dirais, la valeur maximale, est-ce qu'on va dire hyperchromie? On ne dit pas hyperchromie. Ici, c'est justifié l'augmentation de la TCMH parce que le volume de globules rouges, il est augmenté. La TCMH, il est augmenté parce que le VGM, il est augmenté. Et plus stable. l'IDR, les globules rouges, les globules blancs, 3500. Alors, c'est un chiffre qui est normal, augmenté, diminué. Alors, on dit qu'on a une leucopénie. Là, les plaquettes, 100 000, c'est une thrombopénie. Alors, très bien. Les résultats indiquent une thrombopénie, une anémie macrocytaire, leucopénie, une anémie macrocytaire hyperchrome arégénérative. Est-ce que je peux dire que c'est arégénératif? Pour dire arégénératif, j'aurais besoin de quoi? Réticulocytes. Si je n'ai pas de réticulocytes, je ne peux pas dire est-ce régénératif ou arégénératif. Très bien. Alors, les résultats, bon, les propositions justes, c'est A, B et C. S'il vous plaît. Pour contrôler les résultats du cas 2, il faut une numération des réticulocytes, réaliser un frottis sanguin, chercher des agglutinines froides, calculer la CCMH pour vérifier la chromie des hématies. Alors, j'ai dit que devant une macrocytose, le premier réflexe pour confirmer cette macrocytose, je dois réaliser une numération des réticulocytes. Pourquoi? Parce que l'automate ne fait pas la différence entre les réticulocytes et les globules rouges. Et pourquoi je cherche la numération des réticulocytes? Parce que si j'ai une numération des réticulocytes très excessive, très représentée, il va être tenu en compte dans le calcul de VGM des globules rouges. Et par conséquent, j'aurai une surestimation des globules rouges. Je répète, pourquoi on cherche dans la macrocytose pour vérifier, et on a une vraie macrocytose, je dois demander une numération des réticulocytes. Pourquoi? Parce que si on a une numération des réticulocytes très excessive, il peut influencer sur le VGM des globules rouges. Pourquoi? Parce que tout simplement, les réticulocytes, il est plus volumineux que les massifs. S'il est plus volumineux et s'il est présent, il est présent d'une façon très représentée et très excessif, donc pour le calcul, parce que l'automate ne fait pas la différence entre réticulocytes et hématies, dans les calculs, on aura l'effet de la présence des réticulocytes sur le volume globulaire moyen. Et normalement, ce qu'on fait,
Le premier réflexe devant une macrocytose, je demande une numération des réticulocytes. Si je trouve que c'est très régénératif, alors je peux conclure que je n'ai pas une vraie macrocytose. C'est une fausse macrocytose. Et là, normalement, dans le compte rendu, moi, je supprime le VGM. Parce que le VGM, il est surestimé. D'accord? Et je donne le résultat comme quoi une anémie régénérative. Je peux dire, parfois, je le mets parfois dans l'hémogramme. Parce que le VGM, il est influencé, il est surestimé, ne reflète pas la. Et dans ce contexte, l'exploration d'après, normalement, je vais chercher, si j'ai une régénération excessive, normalement, je dois chercher les étiologies, les contextes pathologiques qui vont me donner une anémie très régénérative. Et la première cause d'une anémie régénérative, c'est l'hémolyse. Ou soit je peux garder le volume, mais je commente au-dessous comme quoi le VGM, il est surestimé par la présence. Mais l'idée, c'est que j'ai une anémie qui est régénérative. La première chose pour dire que c'est régénératif, quel est le moyen pour dire que on a une anémie régénérative? La numération des réticulocytes, il doit dépasser les 120 000. Pour dire qu'une anémie régénérative, c'est 120 000. Si je n'ai pas une anémie régénérative, la numération des réticulocytes, il est inférieur à 120. D'accord? Est-ce clair, s'il vous plaît, pour tout le monde? Si on a une macrocytose, et normalement, la première chose qui peut donner une fausse macrocytose, c'est-à-dire les globules rouges, ils ont une taille normale. Mais vu qu'on a une présence très excessive des réticulocytes, et les réticulocytes, ils ont un volume plus que les globules rouges, alors normalement, parce que le VGM, donné par l'automate, c'est une moyenne. Et normalement, l'automate, il a pris en considération même le volume des réticulocytes dans le calcul de le VGM des hématies. Bon, je crois l'idée, elle est claire. Alors, la numération des réticulocytes, réaliser un frottis sanguin. Je dois réaliser un frottis sanguin parce que j'ai une pancytopénie quand même. J'ai une pancytopénie, j'ai une anomalie quand même. Les plaquettes, ils sont touchés, les blancs sont touchés, et j'ai une anémie quand même, il est profonde. C'est 5 grammes quand même, c'est un contexte normalement même, il peut nécessiter une transfusion sanguine en fait, si le patient ou la patiente ne tolère pas son anémie. Alors, je réalise un frottis sanguin. Très bien. Chercher les agglutinines froides, oui, je cherche les agglutinines froides. Pourquoi? Parce que les agglutinines froides sont des anticorps et on peut trouver cette situation chez certains patients. Et ces agglutinines, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils collent les hématies entre elles. Et normalement, cette situation, je dis entre parenthèses, physique des globules rouges, normalement, au lieu, rappelez-vous le principe de la numération des globules rouges, normalement, l'automate, il fait passer les globules rouges pour la numération dans une cellule, ce qu'on appelle une cellule de Kant, et normalement, les cellules ils passent une par une, c'est-à-dire les globules rouges doivent être séparés. Mais si normalement, les hématies, ils passent avec le trou qui existe dans la chambre de comptage des globules rouges, s'ils passent dans cette forme des agglutinats, normalement, on aura des conséquences sur l'estimation de volume des globules rouges et par conséquent, on va avoir des volumes. En fait, ce qu'on appelle, il est dû à l'agglutination des globules rouges. Alors, lorsqu'ils passent, ils vont passer en bloc et par conséquent, ils vont nous donner des volumes augmentés. Et par la suite, à la fin de comptage, on aura, après la tracée de la courbe de Preston, on aura des VGM qui sont macrocytaires. Alors, deux choses normalement on fait devant la macrocytose. Le premier réflexe, chercher la numération des réticulocytes. Mais aussi, nous, au laboratoire, on cherche même les agglutinines froides. Parfois, quelles sont les situations qu'on peut avoir ces agglutinines froides? Surtout, d'après notre modeste expérience,
surtout dans le contexte infectieux et surtout dans le contexte, par exemple, de l'hépatite. Parfois, dans ce contexte, on aura la synthèse de ces agglutinines et il nous donne ces problèmes préanalytiques. On peut dire que c'est des problèmes préanalytiques. Alors, comment on fait, nous, pour remédier ce problème? C'est que normalement, on met le prélèvement dans le bain-marie à 37 degrés Celsius pendant, par exemple, 30 minutes ou 20 minutes, par exemple. Et normalement, l'effet de ces agglutinines, on va éliminer l'effet agglutinant de ces agglutinines. Et par la suite, normalement, si le VGM est dû, la macrocytose est due à la présence de ces agglutinines, normalement, qu'est-ce qu'on fait? On met le prélèvement au bain-marie, puis après, on repasse dans la machine et normalement, on regarde nos valeurs de l'hémogramme. Alors, c'est positif. Calculer la CCMH pour vérifier la chromie des hématies. Alors, ici, est-ce qu'on aura besoin de calculer la CCMH pour vérifier la chromie des hématies? On n'a pas besoin. En fait, comme j'ai dit que la CCMH et la TCMH sont deux paramètres qui renseignent sur la chromie. Si on a dit que la TCMH est augmentée suite à l'augmentation du VGM des globules rouges. Alors, ici, qu'est-ce que je dois normalement, quelles sont les propositions justes? La numération des réticulocytes. B, réaliser un frottis sanguin. C, chercher des agglutinines froides. Alors, on a réalisé le frottis sanguin et on a confirmé la thrombopénie et les PNN sont hyper segmentés. L'absence de la myélémie. C'est quoi la myélémie, s'il vous plaît? La myélémie, c'est la présence des précurseurs des PNN dans le sang et surtout, on veut dire la myélémie, surtout le stade métamyélocyte et le stade myélocyte. Aussi, si on trouve même les promyélocytes, on peut les inclure dans la myélémie, mais surtout ces deux stades, les myélocytes et les métamyélocytes. L'absence de la myélémie, les réticulocytes sont à 2%. D'accord. Alors, pour contrôler la thrombopénie sur le frottis, il faut chercher les amas plaquettaires. Alors, s'il vous plaît, si on a une thrombopénie, on doit la confirmer sur frottis. Pourquoi? Pour éliminer ce qu'on appelle les fausses thrombopénies. Alors, pour éliminer les fausses thrombopénies, la première chose qu'on cherche, c'est les amas plaquettaires. Je crois que vous avez vu ça dans les séances de travaux pratiques. Les amas plaquettaires, on a dit que si on a les amas plaquettaires, normalement, leur présence, il va sous-estimer la numération plaquettaire. Les images de satellitisme plaquettaire autour des PNN aussi, je crois que vous l'avez vu dans les séances de travaux pratiques, si on a les images de satellitisme aussi, il sous-estime la numération plaquettaire. Les plaquettes géantes aussi, ils sous-estiment la numération des plaquettes. Et les microplaquettes, est-ce que les microplaquettes, ils peuvent donner une thrombopénie? Une fausse thrombopénie? Non. En fait, c'est les macroplaquettes ou les plaquettes géantes. Alors, pour cette question numéro 10, normalement, on peut retenir les propositions A et B et C. Alors, la numération des réticulocytes. Alors, s'il vous plaît, si on vous donne un pourcentage pour les réticulocytes, est-ce que à partir de ce pourcentage, on peut dire que c'est régénératif ou c'est arégénératif? On ne peut pas dire. Normalement, on doit calculer la valeur absolue des réticulocytes. Alors, 2%, ça veut dire quoi, 2%? Avec 2% par rapport à quelle cellule? Au globule rouge. Alors, 2% de 3. C'est 3 millions. Je pense 60 000. 60 000 par microlitre. Alors, c'est en faveur de macrocytose de l'anémie. Alors, la numération des réticulocytes est en faveur de la macrocytose de l'anémie. Alors, c'est combien la numération plaquettaire? C'est 60 000. On a répondu à la proposition C et B. Normalement, B, c'est faux et le C, c'est vrai. Alors, si l'anémie si la numération des réticulocytes, elle est à 60 000,
est-ce que la numération des 60 000 des réticulocytes, est-ce qu'il confirme la macrocytose? Oui, ben, je suis une crise réticulocyte. Si j'ai une augmentation, parce que la fausse macrocytose, on peut dire qu'on a une fausse macrocytose si on a une régénération très excessive, des valeurs au-delà de 120 000 des réticulocytes. J'ai une valeur de 60 000. À de la valeur, il confirme que je suis devant une vraie macrocytose. Peut influencer la numération des globules blancs. Est-ce que les réticulocytes, ils peuvent influencer la numération des globules blancs? Est-ce que, s'il vous plaît, la numération des réticulocytes, il peut influencer la numération des blancs? Non, LH. La numération des blancs n'est pas influencée. Et d'ailleurs, normalement, je ne sais pas si on a déjà évoqué ça, c'est que l'automate, pour il reconnaît les globules blancs, normalement, il cherche dans la structure des cellules le noyau, le réticulocyte. Est-ce qu'il a un noyau ou un noyau? Il n'a pas un noyau. Alors, il ne va pas influencer la numération des blancs. Quelle est la cellule qui ne fait pas partie des globules blancs et il influence pour certains automates la numération des globules blancs? Les érythroblastes. Pourquoi les érythroblastes? Parce que les érythroblastes, ils ont un noyau. Et parfois, selon la technologie de l'automate, il peut compter un érythroblaste, puisque l'érythroblaste, il a un noyau, il peut le confondre avec des blancs. Mais pour certains automates, il ne confond pas les érythroblastes avec les blancs parce qu'il utilise une technologie plus poussée. Alors, la numération des réticulocytes. A, vrai ou faux? Juste ou non? C'est oui. Indique un taux de 7000. Non. C'est oui, parce qu'avec 60 000, il y a à partir de 2%, 2 multiplié fois 3, 3 millions sur 10, ça donne une numération de 60 000 par microlitre. Peut influencer la numération des globules blancs? C'est faux, c'est pas juste. Alors, c'est le A et c'est le C. Alors, en fonction du contexte clinique, les données de l'hémogramme sont en faveur d'un déficit en B12. Oui, le B12, il donne une macrocytose. C'est quoi l'élément qui confirme ou qui aussi il consolide cette orientation diagnostique? Les neuropathies, l'anémie et la neuropathie. Surtout le B12 et surtout la maladie de Biermer. La maladie de Biermer, c'est surtout ça. Le déficit en B9. B9 aussi, il donne une sur le plan biologique, le clinique et biologique, c'est la même chose. Le B9 aussi, parce que les deux vitamines, ils sont impliqués dans la synthèse de quoi? Dans la synthèse des bases nucléiques nécessaires pour les mitoses de l'ADN. Est-ce que les données de l'hémogramme sont en faveur d'un contexte inflammatoire? On a dit que l'inflammation, c'est hypochrome microcytaire. La carence en fer? Non. Très bien. Alors, troisième cas clinique, un adolescent de 16 ans est hospitalisé aux urgences médicales pour un ictère aigu. Dans l'interrogatoire, on trouve la notion de prise des quinolones, classe d'antibiotiques ayant des propriétés oxydantes, pour traiter une infection urinaire. Son hémogramme donne les résultats. Alors, rouge 6, hématocrite 40, hémoglobine 7, VGM à 110, TCMH 33, IDR 25. Alors, réticulocytes 7% avec la présence de nombreux érythroblastes sans pouvoir les quantifier. Très bien. Alors, les résultats indiquent une thrombocytose. Une thrombocytose ou non? Non, les plaquettes à 150 et 400 000. Très bien. Est-ce qu'elle a une leucopénie? Les blancs, 14 000. Normalement, au-delà, les chiffres indiquent un chiffre qui est supérieur. Un taux de réticulocytes à 120 000 ou l'autre 420 000. Je ne vois la valeur, c'est 420 000. Ça veut dire qu'on a une
Une anémie qui est régénérative. Très bien. Le bilan biochimique indique un taux effondré de l'aptoglobine, une augmentation de la bilirubine totale. شنو هي l'aptoglobine? C'est quoi le rôle de l'aptoglobine? C'est le transporteur de quoi au niveau sanguin? De l'hémoglobine. Très bien. Et la bilirubine, c'est le produit de métabolisme de l'hémoglobine. Très bien. Alors, les données biologiques requises orientent vers une anémie hémolytique. Oui ou non? Je nomme les éléments pour défendre cette information. Anémie, l'anémie, l'hémoglobine, il est effondré. Hémolytique, voilà les données cliniques, mais aussi l'aptoglobine qui est effondrée. Alors, pourquoi il est effondré? Parce que les molécules de l'aptoglobine qui sont présentes sont fixes. Ils fixent l'hémoglobine qui est relarguée après l'hémolyse, normalement. Et bien sûr, une anémie qui est régénérative. Et on voit que le VGM, il est augmenté, on peut dire ici. Alors ici, on a une fausse macrocytose. Pourquoi fausse macrocytose? Parce qu'on a une crise réticulocytaire très représentée. Par conséquent, il va influencer le VGM de telle sorte qu'il va le surestimer. D'accord? Exige un frottis sanguin pour confirmer la bicytopénie trouvée dans l'hémogramme. Est-ce que ce contexte, un bicytopénie, lesquels? On dit une anémie. On dit, est-ce que j'ai une bicytopénie? Alors, voilà, exige un frottis sanguin pour confirmer la bicytopénie. Ici, je n'ai pas une bicytopénie. Normalement, voilà, j'ai pas de thrombopénie, j'ai pas de leucopénie, et ici, quoi? Et j'ai une anémie. Bon, l'anémie, il est régénératif. Alors ici, à votre avis, c'est juste ou là c'est faux? Je connais le faux, c'est expliquer juste. Ou là, ça y est, c'est faux. Le moyen pour le frottis sanguin, ici, normalement, j'ai pas, dans les données, j'ai pas une cytopénie. J'ai pas une cytopénie. Pardon. J'ai pas une bicytopénie. Et par conséquent, c'est une proposition qui est fausse. Mais je peux ici, normalement, parce que il est fausse. Pourquoi? Parce que dans l'expression, c'est je réalise le frottis sanguin pour confirmer la bicytopénie. Mais si normalement, je réalise le frottis sanguin, par exemple, pour vérifier, la macrocytose ou estimer le nombre des érythroblastes, peut-être, je peux dire que c'est vrai. Mais ici, selon l'expression, c'est pour exprimer la bicytopénie. Sur l'hémogramme, je n'ai pas la bicytopénie. Explique la macrocytose par la numération des réticulocytes. Oui, la macrocytose, il est expliqué par la présence très excessive des réticulocytes. Indique une surestimation de la numération des globules blancs. Oui. Pourquoi? J'ai dit ici avec la présence de nombreux érythroblastes sans pouvoir les quantifier. Je spécifie que l'automate ne peut pas faire la différence, ne peut pas faire la différence entre les blancs et les érythroblastes. Et certainement, s'ils sont nombreux, ils vont influencer. L'automate, il va les prendre comme des globules blancs et par conséquent, on aura une surestimation des blancs. On n'a pas quantifié, mais l'information, c'est que je peux dire qu'on a une surestimation. Et d'ailleurs, voilà, dans ce contexte-là, normalement, au laboratoire, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour corriger la numération des blancs, on réalise un frottis sanguin et on fait un comptage pour calculer ce qu'on appelle la valeur corrigée ou la numération corrigée des blancs. Bon, on ne faisait plus ça
Parce que maintenant, la majorité des automates qui sont implantés dans les laboratoires, ils ont cette option de normalement quantifier les érythroblastes d'une façon séparée des blancs. Par conséquent, on n'aura pas ce problème de la surestimation de la numération des, euh, des globules blancs. À votre avis, pourquoi normalement on s'acharne à chercher la numération des blancs? Pourquoi c'est important ça? Bon, pourquoi? Parce que normalement, dans ce contexte, si j'ai des blancs qui sont augmentés, peut-être je veux dire que oui, j'ai l'anémie, mais aussi j'ai à côté une infection pour expliquer l'augmentation des blancs. Mais si le problème, normalement, c'est analytique et n'est pas dû à un état pathologique, c'est seulement la présence très excessive des, des érythroblastes, c'est cette présence qui a donné une augmentation des blancs. Alors ça, c'est très différent. Premier contexte, c'est vrai, les blancs sont augmentés, peut-être. Ça, il va me donner l'idée aussi d'explorer aussi l'hyperleucocytose. Mais si cette hyperleucocytose, c'est une fausse hyperleucocytose, il est dû à la présence des érythroblastes, là, normalement, l'attitude, elle est différente. Voilà, alors les dénotes biologiques requises orientent vers une anémie hémolytique. Oui, c'est vrai. Exige un frottis, non. Explique la macrocytose, oui. Indique une surestimation de les globules blancs, c'est vrai. Alors, Henaya, le 14, c'est A et le C et le T. Alors, pour confirmer une étiologie de l'anémie, s'il vous plaît, c'est-à-dire comme quoi on a retenu la cause hémolytique de l'anémie. Qu'est-ce qu'on doit faire? On cherche la valeur des hématies hypochromes. Alors, pour confirmer l'étiologie hémolytique de l'anémie, on cherche la valeur des hématies hypochromes. Non. Ici, surtout, le contexte de la chrome, c'est le contexte de la carence. La carence en fer, parce que les hématies hypochromes, dans le contexte de la carence, il augmente. Et normalement, ce n'est pas le contexte. On dose l'activité de l'enzyme érythrocytaire, le glycosylphosphate déshydrogénase. À votre avis, est-ce que le dosage est là sa place dans ce contexte? Oui, pourquoi? J'ai fait exprès, j'ai donné quelques éléments. Il a pris des quinolones, et les quinolones, normalement, ils ont cette propriété oxydante. Et normalement, chez les patients qui ont, un déficit en glycosylphosphate déshydrogénase, normalement, on peut avoir des anémies hémolytiques lorsqu'ils prennent des molécules oxydantes. Ils ont des propriétés oxydantes, comme le cas des molécules des quinolones. Et si vous regardez la prospectus des quinolones, normalement, vous allez trouver qu'ils sont contre-indiqués chez les patients qui ont un déficit en glycosylphosphate déshydrogénase. Aussi, on peut trouver ce tableau dans le contexte de la prise de l'EFEV, le foule, ou l'albésara foule. En fait, parfois, c'est les patients déficitaires en cet enzyme, il peut nous donner, parce qu'il contient des molécules oxydantes, et par conséquent, on aura une anémie hémolytique. Et comment on va expliquer pourquoi le déficit en glycosylphosphate déshydrogénase, il donne un contexte d'hémolyse? Rappelez-vous le cycle, le glycosylphosphate, la glycolyse 6-phosphate déshydrogénase, il est impliqué dans une chaîne de réaction enzymatique qui permet la détoxification des produits ou des molécules oxydantes comme le H2O2, l'eau oxygénée, et vont le transformer en molécules de l'eau. Alors, si on n'a pas le glucosylphosphate déshydrogénase, on aura un arrêt de cette chaîne enzymatique. Par conséquent, on aura l'accumulation des molécules oxydantes intracellulaires et par conséquent, ces molécules oxydantes, c'est ces molécules qui seront responsables de l'hémolyse. Suite à cet effet oxydant cumulé à l'intracellulaire. Alors, aussi, et d'ailleurs, s'il vous plaît, c'est ce qu'on a vu pour explorer une anémie hémolytique. Il faut poser la première question. Est-ce que la cause elle est extracorpusculaire
ou intracorpusculaire. Corpusculaire, ça veut dire le corps de l'hématie. C'est ça. Est-ce que la cause, il est de l'extérieur de l'hématie ou la cause, il est à l'intérieur de l'hématie? Alors, si on normalement, en fonction du contexte, alors, les causes intra-érythrocytaires ou la intracorpusculaire ou corpusculaire, on a trois. Soit l'hémoglobine, on dit un problème de l'hémoglobine, soit hémoglobinose, soit hémoglobinopathie, soit thalassémie, soit problème, production d'un variant de l'hémoglobine, par exemple l'hémoglobine S, qui peut donner de l'hémolyse. Alors, soit la cause est le problème de l'hémolyse, et là, normalement, c'est parmi les causes, parmi les moyens que je vais utiliser, c'est l'électrophorèse de l'hémoglobine. Voilà, la première chose. Soit le problème des enzymes érythrocytaires. On a les deux qui sont majeurs, c'est glucose. Est-ce que j'ai un problème au niveau du glucose 6-phosphate déshydrogénase? Aussi, on peut ajouter l'exokinase. Aussi, il est impliqué dans le métabolisme du glucose intra-érythrocytaire. Soit au niveau un problème, l'hémolyse est due à un problème au niveau de la membrane cytoplasmique. L'exemple type, c'est la sphérocytose. Et lorsqu'on va, et là, normalement, l'étiologie est orientée par l'étude morphologique des globules rouges, c'est-à-dire le frottis sanguin. On va voir la morphologie, est-ce qu'il est normal ou anormal. Et normalement, les explorations plus poussées, par exemple, on peut faire une électrophorèse des protéines membranaires. Et on va repérer, par exemple, un déficit sur l'un des composants de la membrane cytoplasmique, ça d'une part, ou parfois, même on a le problème, voilà, surtout les molécules qui composent la membrane cytoplasmique, ou parfois même, il y a des molécules qui sont impliquées dans l'attachement de la membrane cytoplasmique au cytosquelette de l'hématie. Voilà. Alors, le problème intérieur, soit la membrane, soit les enzymes, soit l'hémoglobine, soit extra. Alors, on n'a pas un problème au niveau de l'hématie, on a un problème de l'extérieur, surtout un agent immunologique. Soit des auto-anticorps, et d'ailleurs, c'est ce qui caractérise l'anémie hémolytique auto-immune. Il y a production des auto-anticorps qui vont attaquer les globules rouges en reconnaissant des antigènes à la surface des globules rouges, soit des allo-antigènes, par exemple, contexte des accidents transfusionnels, incompatibilité. Par exemple, la personne, le receveur, il a un anticorps qui peut reconnaître un antigène qui se trouve sur le sang du donneur, et par conséquent, on peut avoir un accident transfusionnel. C'est par exemple le cas, par exemple, le receveur, il a une RAI positive, c'est-à-dire il a un anticorps qui peut reconnaître un antigène érythrocytaire, et on n'a pas fait ce qu'on appelle le sang compatibilisé. On n'a pas cherché des globules rouges qui n'expriment pas l'antigène reconnu par l'anticorps qui se trouve chez le receveur. Et par conséquent, une fois on fait la transfusion, on aura un accident transfusionnel. Je peux avoir aussi l'hémolyse mécanique. Et dans le contexte de l'hémolyse mécanique, qu'est-ce que je peux chercher sur le frottis sanguin? Les schizocytes, très bien. Les schizocytes sont les fragments des globules rouges témoins de l'hémolyse mécanique. Parfois aussi, on a un agent infectieux. L'exemple type, c'est quoi? C'est le paludisme. Le parasite, le plasmodium, il parasite le globule rouge et il l'éclate. Et l'éclatement, c'est une sorte d'hémolyse. Voilà, grosso modo, toujours il faut voir, est-ce que dans le contexte hémolytique, est-ce que la cause, c'est au niveau interne, au niveau du globule rouge, corpusculaire ou extracorpusculaire? Et souvent, c'est dans le contexte extracorpusculaire, c'est surtout, on a un agent, un anticorps, soit un auto ou un allo-anticorps. Très bien. On cherche les anomalies morphologiques des hématies type sphérocyte. Aussi, je peux le faire. Je peux avoir, c'est pas, parfois, les causes de l'hémolyse, je peux trouver une cause, comme je peux trouver plus. Ici, c'est juste, on fait une énumération, quelles sont les causes qui pourraient expliquer l'hémolyse. Alors,
le déficit, le problème enzymatique, le déficit en glycosylphosphate phosphate déshydrogénase. Aussi, je peux trouver un problème de problème morphologique, la sphérocytose. Je peux aussi faire sur le frottis sanguin, je peux chercher la sphérocytose pour expliquer l'hémolyse. On réalise un test de Coombs à la recherche des auto-anticorps reconnaissant des antigènes érythrocytaires. Oui, aussi, et normalement, si la proposition C et D, pardon, B et C, il oriente vers des causes internes, des causes corpusculaires. La cause D, normalement, c'est pour chercher des causes externes. Et on a parlé le test de Coombs. Alors, le test de Coombs, vous l'avez vu dans les travaux pratiques, on a le test de Coombs direct et indirect. Le test direct, c'est qu'on va chercher les anticorps à la surface des hématies. Normalement, on révèle leur présence d'une façon directe. Et on a le Coombs indirect, il a le même principe de la RAI, recherche d'agglutine irrégulière, c'est-à-dire je vais chercher des anticorps qui pourraient reconnaître des antigènes et ces anticorps, ils se trouvent dans le plasma. C'est pour ça qu'on dit le Coombs indirect ou qui reprend la recherche, le principe de la recherche d'agglutinine irrégulière. Est-ce clair, s'il vous plaît? Très bien. La question 16. L'interprétation des résultats de l'hémogramme, il dépend de plusieurs paramètres. L'âge et le sexe du patient. C'est juste. L'état physiologique du patient. Oui. Une lymphocytose est physiologique chez l'adulte. Non, il est physiologique chez l'enfant. Très bien. Une numération des PNN inférieure à 1500 définit une agranulocytose. Normalement inférieure à 500. Inférieur à 1500, il définit ce qu'on appelle la neutropénie, tout simplement. 17, un syndrome d'activation macrophagique, ce qu'on appelle un SAM. Et le diagnostic d'un SAM, normalement, on aura recours à des données cliniques et, s'il vous plaît, à des données cliniques et des données biologiques. S'il vous plaît, toujours, il faut évoquer ça, même si chez l'enfant, il faut l'évoquer. Chez l'adulte, c'est plus ou moins rare. Ça existe, mais chez l'enfant, s'il vous plaît, il faut penser à ça. Si on aura dans l'hémogramme une pancétopénie ou des bicytopénies, s'il vous plaît. Un SAM, dans l'hémogramme, parmi les critères, c'est des cytopénies qui se trouvent au niveau de l'hémogramme. Et normalement, SAM, en fait, c'est un contexte de dérèglement de macrophages. Alors, le macrophage, il est très exagéré là. De telle sorte, il va phagocyter davantage ou de façon excessive les éléments médulaires et les conséquences, on aura des cytopénies sur l'hémogramme. Surtout, s'il vous plaît, il faut penser au SAM, syndrome d'activation macrophagique, chez les enfants. On peut avoir d'autres étiologies, bien évidemment, mais parmi ces étiologies, il faut évoquer le SAM. Et normalement, pour poser le diagnostic d'un SAM, normalement, on aura recours à plusieurs critères cliniques, par exemple la fièvre, l'organomégalie, et biologique, c'est les cytopénies, et c'est l'augmentation de la ferritine. Je crois qu'on va voir ça dans les propositions. Alors, le SAM est l'une des causes des cytopénies. Oui, c'est une proposition juste. Correspond à un état hyper-inflammatoire. Oui, c'est un contexte hyper-inflammatoire. Et d'ailleurs, parmi les éléments qui orientent vers le SAM, c'est une hyperferritinémie. Hyperferritinémie, parce qu'on a dit aussi la ferritine, on peut l'utiliser il oriente aussi, dans l'inflammation, on aura une augmentation de la ferritine. Et normalement, dans le contexte de SAM, le dosage de la ferritine est très, très augmenté. Normalement, c'est au-delà de 1000 parfois, au-delà de 500 et 1000. Bon, et ça reflète l'état inflammatoire. La présence des images d'hémophagocytose est l'un des critères de diagnostic de SAM. Oui, voilà, c'est le témoin de phagocytose des éléments médulaires par les macrophages. La fièvre et la splénomégalie sont des critères cliniques. Aussi, c'est juste. Alors, je pense les 4 propositions sont justes. C'est A, c'est le B,
c'est le C et le D. L'étude qualitative des surpopulations lymphocytaires sanguines d'un enfant de 2 ans hospitalisé au service de pédiatrie pour des otites à répétition, c'est-à-dire des infections à répétition. Alors, les lymphocytes T, c'est 91%, les lymphocytes B, 1%, les natural killers, c'est 8%. Cette étude oriente vers un déficit immunitaire caractérisé par. Alors, normalement, on a un tableau dont, dont la partie lymphocyte dans laquelle on fait les différentes populations. Et d'ailleurs, ça, bon, ça c'est un contexte de déficit immunitaire primaire. Et normalement, parmi les outils d'exploration, de diagnostic, on fait ce qu'on appelle un phénotypage lymphocytaire. On va analyser les catégories de lymphocytes qui existent dans le sang. Alors, d'une façon générale, le lymphocyte T, c'est le plus représenté dans, normalement, c'est, je crois, 60%. C'est la majorité de nos lymphocytes sanguins sont de type T. Puis après le B, puis après, d'une façon plus minoritaire, c'est le NK. Alors, pour cet enfant, qu'est-ce qu'on remarque? Le lymphocyte B, il représente 1%. On a une chute de cette catégorie, en fait. On a une chute de la catégorie de lymphocyte B. Alors, normalement, quelles seront les conséquences? Alors, une réponse immunitaire humorale efficace. Humorale, ça veut dire à médiation par les anticorps. Et les anticorps, normalement, issus de quelle cellule? Le plasmocyte. Le plasmocyte, c'est quoi? C'est une cellule de la lignée B. On a une diminution, une chute de cette population. Par conséquent, on n'aura pas une réponse immunitaire hummorale efficace. On a un problème quantitatif. Un défaut de synthèse des immunoglobulines. Bien sûr, si on n'a pas assez de B, par conséquent, on n'aura pas assez de plasmocytes et par conséquent, on aura une quantité diminuée des immunoglobulines. Un problème de cytotoxicité médié par le NK. Normalement, il est bien représenté. Il a normalement, je crois même, il dépasse un petit peu le pourcentage. Le NK, on n'a pas un problème quantitatif, s'il vous plaît. Je parle de quantité. Un défaut de quantitatif de la réponse T dépendance. On n'a pas sur le plan quantité, on n'a pas un problème. Alors ça, est-ce que vous connaissez la pathologie? Il y a une pathologie qui est caractérisée par l'absence ou un déficit de la lignée des lymphocytes B. C'est la maladie de Breton. Breton. B-R-U-T-O-N. Breton. La maladie de Breton, vous allez trouver qu'il y a un déficit en lymphocytes B. Et par conséquent, ils ont un problème de synthèse des immunoglobulines. Et normalement, qui documente ce déficit immunitaire, c'est qu'il fait des otites à répétition. C'est-à-dire chez un enfant qui fait toujours ce type d'infection, normalement, le pédiatre, on peut, bien sûr, si on ne trouve pas une explication, normalement, on peut approfondir les choses vers le sens d'un déficit immunitaire. Alors, oui, hein? Un défaut quantitatif. Est-ce que, d'après le profil, est-ce qu'il oriente vers un défaut quantitatif de la réponse immunitaire T-dépendante? Oui. Par exemple, le patient Hada, normalement, d'après les données, il a son problème, il se situe à quel type de. Il se situe à quel niveau? C'est le B. T de le T. C'est-à-dire, normalement, théoriquement, normalement, selon ces résultats, on ne peut pas imaginer un problème de quantité de lymphocytes T. Parce que comme vous le savez, qu'il y a la réponse, s'il vous plaît, je te la réponse l'immunologie, c'est que
Normalement, le lymphocyte B. Quels sont les rôles de lymphocyte B? Il peut s'activer, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut s'activer et se différencier en plasmocyte, n'est-ce pas? Quel est l'autre rôle qu'il peut faire le lymphocyte B? La mémoire. Très bien, c'est une cellule présentatrice d'antigène. Alors, il présente l'antigène à quelle cellule? Au T. Alors, le T, lorsqu'il reconnaît un antigène présenté par le lymphocyte B, car il lui donne le signal, c'est plus performant qu'une simple différenciation en plasmocyte. En fait, il se détache, une fois il reconnaît reconnaissance avec il reconnaît le T, il reconnaît l'antigène présenté par le B, il se détache, puis après avec le B, il va aller où? Au follicule. Le follicule, normalement, il fait ce qu'on appelle le centre germinatif, sélection, pour, à la fin, normalement, on peut avoir, après ça, on peut avoir une mémoire, mais aussi, on peut avoir des plasmocytes qui vont synthétiser des immunoglobulines qui ont plus d'affinité à l'antigène. Et par conséquent, on aura une réponse immunitaire plus efficace. On a eu l'idée parce que la physiologie, s'il vous plaît, on a un problème sur les quantités. Le déficit, il est clair que l'enfant n'a pas de lymphocyte B. Et normalement, on peut imaginer les conséquences par la suite. Mais sachez, normalement, la pathologie maligne, on a beaucoup, les pathologies malignes, on a beaucoup de problèmes dans la lignée B. Par exemple, les lymphomes B sont les plus fréquentes que les lymphomes T. Bon, ça est un petit peu plus spécialisé. Mais ici, juste pour dire qu'on peut faire aussi, ce sont des explorations des contextes cliniques par l'analyse ou l'étude des différents groupes de lymphocytes. Normalement, le majoritaire, c'est le T, mais aussi, je crois, c'est entre 10 et 30. Je ne me rappelle pas les chiffres, ils sont dans les populations, mais quand même, ils sont représentés. عندكم واحد le tableau. 10, bon, 10%, quand même 10%. Ici, oui, on a 1%, ça veut dire on a une chute de cette part. Alors, on peut imaginer les conséquences de ce déficit. Alors, l'exploration d'une microcytose chez un jeune de 20 ans par une électrophorèse de l'hémoglobine dans les résultats suivants. S'il vous plaît. A1 où l'hémoglobine majeure, c'est 0. L'hémoglobine S, c'est 70. L'hémoglobine A2, c'est 20%. L'hémoglobine F, c'est 10%. Le profil d'électrophorèse de l'hémoglobine est normal selon l'âge du patient, à votre avis? De 20 ans. Quelle est l'anomalie? L'anomalie majeure de ce profil. De 0 à le A1, le majeur est de 0%. C'est une grande anomalie. Il n'a pas l'hémoglobine alpha 2, bêta 2, qui représente jusqu'à 98% chez un sujet normal. Alors, parmi les aspects de l'anomalie de ce profil électrophorétique, c'est normalement l'absence de A1. Autre chose, qu'est-ce qui caractérise à deux patients, s'il vous plaît? C'est l'hémoglobine S. S'il vous plaît, si jamais, on a 70%. Si vous trouvez sur un compte rendu présence de 1% de l'hémoglobine S, est-ce normal ou la on ne doit pas avoir de l'hémoglobine S. Si on a l'hémoglobine S, c'est anormal. D'accord? Juste pour ça, c'est normalement, est-ce que la maladie est hétérozygote ou homozygote? Ça, normalement, les pourcentages, ils changent. Alors, hémoglobine, est normale selon l'âge du patient? Non. Indique une anomalie qualitative de l'hémoglobine, présence de l'hémoglobine S. Oui, qualitatif. L'hémoglobine S, c'est une anomalie qualitative, c'est-à-dire un autre type d'hémoglobine qui est différent des hémoglobines normales qu'on peut trouver.
indique un défaut de synthèse des chaînes gamma de l'hémoglobine. Chez quelle hémoglobine on va trouver les chaînes gamma? La chaîne gamma, ce sont des chaînes qui font partie de la grande famille bêta et on les trouve chez, c'est l'hémoglobine F, 2 alpha, 2 gamma. Normalement, شحال هذا l'hémoglobine F? 10%. Si jamais on dit un défaut, je n'aurai pas de chiffre. Normalement, il n'indique pas un défaut de synthèse de chaîne gamma. Indique un défaut de chaîne delta. Chez quelle hémoglobine on va trouver les chaînes delta? C'est le A2. On dit normalement 20%. Chez un sujet normal on ne dépasse pas 3,5. Chez ce patient, c'est 20%. D'accord? Alors, selon ce profil, normalement, je n'ai pas un défaut de synthèse de chaîne de globine delta. Très bien. En fait, ce profil-là, normalement, c'est vrai, c'est plus ou moins théorique, mais juste pour attirer l'attention sur le profil normal, l'aspect quantitatif, l'aspect qualitatif de les bases et les notions. Alors, on va passer, je pense, à la deuxième chapitre qui est les bases et les notions de l'immunohématologie sont indiquées dans les situations suivantes. Les bases et les notions de l'immunohématologie sont impliquées dans les situations suivantes. La transfusion des CGR. Oui. La transfusion du plasma, donc le PFC. Je dois normalement connaître les notions d'immunohématologie lorsque je souhaite faire une transfusion de plasma. Oui, c'est vrai. C'est recommandé, c'est obligatoire. Les cytopénies auto-immunes. Oui, les cytopénies auto-immunes, normalement, on aura recours à des bases de l'immunohématologie, comme on a vu dans l'anémie hémolytique. Normalement, on peut réaliser un test de Compte à la recherche des auto-anticorps qui reconnaissent les antigènes érythrocytaires. Le suivi biologique de la grossesse. Oui, en fait, normalement, c'est surtout pour gérer des éventuelles incompatibilités fœto-maternelles. Alors, c'est le A, c'est le B et le C et le D. Très bien. La recherche d'agglutinine est régulière et obligatoire avant toute transfusion. Oui. Permet la recherche des antigènes du système RH. Normalement, le rôle de la RAI, c'est la recherche des anticorps d'une façon générale. Oui, et dans lesquels, normalement, on peut repérer ou chercher ou trouver des anticorps du système RH, mais on ne cherche pas les antigènes. Pour rechercher les antigènes, pour le RH, on fait des épreuves globulaires. Il est recommandé après la transfusion. Oui, s'il vous plaît, pour vous, vos prochains patients que vous allez transfuser, pensez à leur prescrire une RAI en post-transfusion. Parce que parfois, oui, on va suivre toutes les recommandations avant la transfusion. On réalise le phénotypage RH, quel ABO. On réalise la RAI, on donne des poches compatibles. Mais on ne sait pas si après la transfusion, le patient il pourrait s'immuniser contre certains antigènes. Parce que nous, on ne fait pas un phénotypage très étendu de telle sorte pour voir la compatibilité dans tous les systèmes érythrocytaires qui pourraient immuniser le receveur. On se contente à le système ABO, le système RH et lequel? Et plus un RAI positif. Mais après transfusion, il est très recommandé de réaliser une RAI, peut-être si jamais le patient s'immunise. Et comme ça donne plus de sécurité à ce patient par la suite. Une RAI négative a un délai de 72 heures s'il existe des antécédents transfusionnels dans les 6 mois. Je pense que vous l'avez tout ça vu dans les séances de travaux pratiques. Alors, c'est A, c'est C. Alors, faute de frappe, c'est le A ou le B ou le C, le D. C'est A, C, D, E. Bon, c'est juste c'est la première, la deuxième, la troisième et la quatrième propositions sont justes. Faute de frappe au sein de oui. Ah oui.
bravo, j'ai commis une erreur. Est obligatoire avant toute transfusion. Il est recommandé après la transfusion. Oui, le C, c'est pas juste. Il est recommandé après la transfusion. Une RAI négative a un délai de validité de 62 heures. S'il existe des antécédents de transfusion dans les 6 mois avant. S'il y a des 6 mois avant, normalement, c'est 72 heures. Quatrième cas, alors, après 3 mois de son accouchement, une patiente de groupe A, RH1, 2, 3, -5, qui est positive. شي حاجة؟ a été transfusée par une poche de concentré de globules rouges, le O, le RH, 1, 2, -3, 5. Bon, la RAI était négative. Alors, c'est une transfusion compatible dans le système ABO? Oui, parce que le donneur, c'est O, le receveur, c'est A. Le A, il peut recevoir un O. On dit que ce n'est pas isogroupe, mais c'est compatible. Ce patient a un risque d'une immunisation post-transfusionnelle. À l'âge. Lui, il est moins 5 et on va le transfuser par un 5 RH. Alors, on a un risque d'immunisation. Le délai de validité de son RAI est de 21 jours. Non. 3 mois, dans les 6 mois avant, la RAI il a une validité de 62 heures. Peut s'immuniser contre l'antigène RH2. Non, parce que les deux, le receveur aussi, il exprime, il a l'antigène 2. Alors, il n'aura pas de problème en matière d'immunisation vis-à-vis l'antigène 2, mais il peut avoir une immunisation, par exemple, le RH5, je crois, c'est dans la... Après 3 mois, s'il vous plaît, après 3 mois, la patiente est hospitalisée pour contrôle de son état clinique, la RAI était positive. Cette patiente pourrait être immunisée contre quel antigène? RH3. Le RH3. Non, parce qu'il est positif, la poche déjà, c'est -3. Le RH2, non. Un antigène qui n'appartient pas au système RH. Oui, parce que parfois, peut-être le CGR donné, par exemple, sur le plan, par exemple, j'ai dit n'importe quoi, KID positif et le receveur est liquide négatif. Alors, on pourrait avoir une immunisation. Le RH5, s'il vous plaît. Oui, très bien. Alors, on passe à l'hémostase. Alors, après 3 mois, la patiente est hospitalisée pour contrôle de son état clinique. Ah, non. L'hémostase. Alors, physiologie de l'hémostase primaire commence par le ton vasculaire caractérisé par une vasodilatation. C'est faux, vasoconstriction. Ça commence par le ton vasculaire, il est caractérisé par une vasoconstriction. Et comme on a dit que la vasoconstriction, il va donner des conditions de stase. Et comme ça, normalement, il favorise les étapes de l'hémostase en général. Les plaquettes adhèrent au sous-endothélium par le glycoprotéine 1B qui reconnaît le facteur de Van Willebrand sous-endothélial. Les plaquettes adhèrent au sous-endothélium par... C'est clair. Les plaquettes adhèrent au sous-endothélium par les glucoprotéines qui reconnaissent le Van Willebrand sous-endothélial. C'est vrai, je vous le faux. La plaquette, il va adhérer au sous-endothélium par le glucoprotéine 1B, normalement, dans le sous-endothélium, il existe déjà le Van Willebrand, et la plaquette, il va se coller par le Van Willebrand au sous-endothélium. Je pense, c'est vrai. C'est une mauvaise expression. Il adhère au sous-endothélium par qui reconnaît le Van Willebrand. Bon. En fait, c'est grâce à cette molécule glycoprotéine 1B plaquettaire, la plaquette, il adhère au sous-endothélium, bien sûr, par ces molécules de
von Willebrand qui existe déjà au niveau sous-endothélial. Cette adhésion, elle est renforcée par d'autres glucoprotéines. Lesquelles, s'il vous plaît? On a l'adhésion de la plaquette par l'adhésion par le glucoprotéine, bon, c'est via le von Willebrand. Mais est-ce que la plaquette aussi, il peut adhérer ou renforcer cette adhésion par d'autres molécules? Oui, parce que la plaquette, il contient la membrane plaquettaire, il contient des glucoprotéines qui reconnaissent les collagènes, les molécules de collagène de ce endothélium. Et par conséquent, on aura un renforcement, en fait, de l'adhésion par ces glucoprotéines plaquettaires qui reconnaissent les collagènes au niveau sous-endothélial. Après l'activation, la plaquette prend une forme sphéroïde. Oui, il change parce que non activé, il est sous forme discoïde, mais une fois activé, il prend une sphéroïde, voire même il émet des pseudopodes et comme ça, tout ça, c'est pour avoir le maximum de contact avec le sous-endothélium. L'agrégation plaquettaire est assurée par les molécules de B3A. Oui, l'agrégation est assurée par les molécules, c'est vrai? Il y a la molécule qui permet l'agrégation. Il y a l'agrégation. Fibrinogène. C'est grâce aux molécules de fibrinogène qu'on aura l'agrégation. Et comment le fibrinogène, il réalise cette agrégation, cette liaison entre les plaquettes, en se fixant sur les glycoprotéines de B3. Ce n'est pas la glycoprotéine qui permet l'agrégation, c'est le fibrinogène qui permet de faire des ponts ou des liaisons entre les plaquettes. Alors, si on peut résumer, c'est le A, B et le C. Ah, pardon, c'est le C et c'est le B et le C.